Bonjour, je m'appelle Jacques Chekroun, je suis expert comptable. Je suis installé en Israël depuis 20 ans et je dirige un cabinet à Jérusalem et à Tel Aviv. Je m'occupe essentiellement de fiscalité, entreprises et particuliers, bien que mon cabinet aussi soit spécialisé dans tout ce qui concerne le métier d'expertise comptable. Alors je vais vous parler aujourd'hui de la fiscalité en Israël et en rapport aussi avec la fiscalité française, car beaucoup de sujets sont à la mode en ce moment et beaucoup de choses inexactes ou exactes pour certaines paraissent parfois dans des articles, parfois ailleurs. Je voudrais un petit peu recentrer les choses sur ce qui existe réellement en Israël. Donc je vais articuler ma conférence sur plusieurs points. Premièrement, de quelle manière pouvons-nous faire du business en Israël, c'est-à-dire de quelle manière pouvons-nous être inscrits en Israël aux différentes autorités qui sont la TVA et les impôts. Bon, comme en France, vous avez la possibilité d'ouvrir soit une société, donc en Israël la société s'appelle Société Ba'am, Société LTD comme on voit partout. C'est l'équivalent un petit peu de la SARL ou de la SA ou de la SAS, parce qu'en France, vous le savez, il y a beaucoup de types de sociétés, ce qui n'est pas le cas en Israël. Il y a beaucoup moins de types. L'impôt sur les sociétés est à 25% en Israël, donc à partir de 2015, il était à 26,5% l'année dernière. Et l'impôt sur dividende, lorsque vous êtes actionnaire avec minimum 10% des actions, vous allez payer 30% d'impôt sur les dividendes qui sont distribués. Donc si vous faites le calcul, on arrive à peu près à 48% d'impôt. L'autre façon d'être installé en Israël, c'est d'opérer en tant que travailleur indépendant ou bien travailleur un petit peu l'équivalent de l'auto-entrepreneur qui ne va pas être assujetti à TVA. Ce sont des statuts un petit peu plus simples à gérer et à ce moment-là, vous devez payer les impôts, le bitoire halomi, c'est-à-dire la sécurité sociale, qui est de 16%, au-delà de 5 800 shekels par mois, et la TVA. Donc, si vous êtes assujetti à TVA, vous appelez Osek Mourché. Si vous n'êtes pas assujetti à TVA, vous êtes Osek Patour, c'est l'équivalent de l'auto-entrepreneur. Voilà, d'autre part, je vais vous parler des revenus qui pourraient provenir lorsque vous faites une aliyah, lorsque vous projetez de vous installer en Israël. Vous pouvez obtenir, soit vous êtes retraité, donc vous allez continuer à toucher votre retraite, ou bien commencer à toucher votre retraite, ou bien vous allez avoir peut-être, pour certains, des revenus immobiliers qui proviendraient de France. Alors je vais parler des retraites. Les retraites, c'est un sujet qui a été tranché de manière très simple en Israël. Les impôts, en fait, vous donnent la possibilité de payer l'impôt sur les retraites en Israël, mais pas plus que ce que vous n'auriez payé si vous étiez resté en France. Ce qui veut dire que ça facilite énormément les calculs et ça permet à des retraités, des jeunes retraités ou moins jeunes retraités, de pouvoir venir faire le pas en Israël sans que la fiscalité soit changée. Ensuite, je vais parler longuement de cette exonération de 10 ans, donc en rapport avec les retraites justement, et qui fait vraiment l'objet de beaucoup de sujets. On fait beaucoup couler d'encre là-dessus. Voilà. Maintenant, pour les revenus immobiliers. Les revenus immobiliers, c'est très simple. Nous avons une convention entre la France et Israël, une convention fiscale, qui prévoit simplement que les biens immobiliers seront imposés dans le pays où ils sont situés, et uniquement dans le pays où ils sont situés. Alors, pour des biens situés en France, même si vous faites votre aliyah et que vous conservez de l'immobilier en France, et qui donc est loué, vous allez continuer à déclarer vos revenus en France et à payer l'impôt en France, quoi qu'il arrive.
Voilà, donc ça c'est la convention fiscale entre la France et Israël qui prévoit cela. Maintenant, d'autre part, la convention fiscale prévoit aussi, lorsque vous êtes, vous avez des dividendes que vous percevez de France, vous serez imposé à 15% uniquement, alors qu'en Israël, l'impôt, comme je vous l'ai dit précédemment, l'impôt sur dividende est imposé à 30%. Et donc, en rapport aussi avec l'exonération des 10 ans, j'y viendrai dans quelques minutes, vous allez en fait, pendant 10 ans, vous n'allez payer que 15% sur les dividendes, alors qu'en France, comme vous le savez, les dividendes sont imposés selon les tranches d'imposition et pour certains sont sujets à des cotisations, des prélèvements sociaux. Lorsque vous faites votre aliyah, lorsque vous venez en Israël, et bien entendu, alors je mets entre parenthèses ce point-là, il faut absolument prendre conseil, je le dis franchement, je vous conseille vivement de prendre conseil avec votre expert comptable en France afin de traiter le sujet de l'exit tax, qui est en fait un moyen pour le fisc français de percevoir un impôt sur la plus-value, même lorsque vous n'êtes plus résident fiscal en France. Donc je ne voudrais pas trop m'étendre sur le sujet. Ce sont le but un petit peu de cette conférence est de vous donner des points qui vont vous alerter, des choses qui vont vous faire vous poser les bonnes questions, et de manière à ce que vous puissiez les traiter avec les professionnels qui s'imposent dans chacun des domaines. Donc je vous invite vivement, je vous recommande chaudement de faire appel à votre expert comptable concernant l'exit tax dès lors que vous possédez une société en France qui est vendable, qui a une valeur même lorsque vous n'êtes plus là. Par exemple, un groupe qui détient plusieurs filiales, à ce moment-là, on rentre dans un problème d'exit tax, et encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est très important. Mais le cas où vous seriez donc non résident, donc en France, et que vous perceviez des dividendes de sociétés françaises, la convention prévoit que vous allez payer 15%. Et du fait de l'exonération des 10 ans, vous n'allez payer que 15% pendant 10 ans. Voilà, donc j'ai fait un petit point, un petit survol de ce qui se passait au niveau des différents types de revenus, et je voudrais me concentrer maintenant sur ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, sur cette exonération des 10 ans. Donc l'article 14 du Code des impôts israéliens prévoit une exonération de tous les revenus qui proviennent de l'étranger. Quand on parle de l'étranger, bien entendu, c'est en dehors d'Israël. Mais comme vous le savez, Israël n'a pas vocation, aucun pays n'a vocation à exonérer les impôts d'autres pays. Chacun est libre d'imposer ses citoyens. Donc, il faut bien comprendre, et ce sont des questions qui reviennent très fréquemment lors de mes différentes interventions, vous ne serez pas exonéré pendant 10 ans des revenus produits en France. Donc, chaque pays va avoir sa propre fiscalité. Et donc, si vous continuez à avoir des revenus en France, comme par exemple des biens immobiliers, ces biens-là seront imposés en France. Si vous continuez à avoir des salaires, des revenus actifs, ils seront bien entendu imposés en France. Autre point très important, et ça concerne Israël directement. Israël, bien sûr, a exonéré les revenus qui proviennent de l'étranger. Mais pour être plus exact dans la terminologie, Israël a exonéré les revenus produits à l'étranger, ce qui exclut les revenus produits en Israël. Et là encore, souvent on me pose la question, lorsqu'on est au Lechadash et qu'on travaille en Israël, est-ce qu'on est exonéré pendant 10 ans? La réponse est non, vous n'êtes pas exonéré pendant 10 ans. Il y a un mécanisme d'allègement pour les nouveaux immigrants qui se traduit par des réductions d'impôts. Un exemple tout simple, lorsque vous êtes nouvel immigrant, vous avez une réduction d'impôt pour un homme de à peu près 1000 shekels par mois. Donc c'est un crédit d'impôt de 1000 shekels par mois. Dans certains cas, ça peut effectivement
aboutir à une exonération du salaire. Mais pas tout le temps, et surtout pas pour les plus gros salaires. Pour vous donner un ordre d'idée, un homme qui est nouvel immigrant, jusqu'à peu près 8000 shekels bruts par mois, entre 7 et 8000 shekels bruts par mois, ne va pas payer d'impôts par le biais de ce mécanisme-là. Mais par contre, la question reste posée, et donc j'ai répondu, vous n'êtes pas exonéré pendant 10 ans sur les salaires que vous percevez en Israël. Autre chose, qu'est-ce qui est produit en Israël? Lorsque vous avez une société qui est pilotée à distance, il est très important de savoir que lorsque vous pilotez votre société à distance, vous êtes en fin de compte en train de produire un revenu à partir d'Israël. Alors bien entendu, il faut évaluer le revenu. Par exemple, pour quelqu'un qui dirige une société, s'il avait fait faire ce travail par quelqu'un, s'il avait dû recruter du personnel pour gérer son entreprise, quel aurait été le salaire israélien qui aurait été versé? C'est la question qui est posée. Alors bien entendu, sans rentrer trop dans les détails, si vous ne décidez pas vous-même combien vaut la rémunération de votre travail produit en Israël, alors le fisc israélien vous demandera de prouver que c'est lui qui a tort. Donc il vaut mieux, à mon avis, prévoir à l'avance les choses et renverser la vapeur et dire au fisc israélien, j'estime à tel montant. En général, si il recouvre le train de vie qui est requis par la personne, à ce moment-là, le fisc israélien aura très peu d'arguments pour dire que ce n'est pas assez. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut parler du sujet, le traiter et prendre les dispositions qui s'imposent de manière à ce que vous puissiez prévoir toutes ces questions. Donc, je parlais tout à l'heure des retraites. Donc, l'exonération des 10 ans marche, donc s'applique aux retraites. Donc, ce sont des revenus qui sont produits, qui ont été produits à l'étranger pendant la période où le salarié donc a cotisé à la retraite en France. Et donc, c'est un revenu qui est totalement exonéré pendant 10 ans. Cependant, il y a une convention qui prévoit que les retraites ne seront imposées que dans le pays de résidence. Et je viendrai dans quelques instants à la notion de résidence, et c'est là où effectivement il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Donc les retraités, c'est très simple, la formule est assez simple en soi. Pendant 10 ans, les retraités ne paieront pas d'impôts, pour l'instant du tout. Jusqu'à présent, je ne connais pas un retraité qui paye des impôts pendant la période des 10 ans. Donc, exonéré en Israël pendant 10 ans, exonéré en France par le biais de la convention entre la France et Israël. Je parlais tout à l'heure des dividendes. Les dividendes donc sont imposés à 15% en France, grâce à cette convention, encore une fois. Et, bien entendu, pendant 10 ans, ils ne seront pas imposés en Israël. Alors, il y a matière à optimiser la fiscalité. Je vous invite vivement à consulter vos conseillers en France et en Israël sur le sujet afin d'optimiser au mieux la fiscalité. Et on m'a posé des questions ces derniers temps, et effectivement je me suis rendu compte qu'il y a une certaine partie de la population qui veulent payer des impôts, mais qui veulent le payer en Israël. Et donc là aussi je vous invite à consulter un professionnel qui va vous aider à réaliser vos souhaits. Voilà, maintenant je voudrais aborder le sujet de la résidence fiscale, parce que ce sujet-là est quelque chose de primordial et très important, et c'est du fait que vous soyez déclaré résident dans un pays
qui va donc vous permettre d'accéder aux différentes optimisations fiscales. Donc premièrement, nous avons en France l'article 4 et l'article 4B du CGI, du Code général des impôts, qui va prévoir la chose suivante, que en fait vous êtes résident fiscal à partir du moment où vos centres d'intérêt économique sont situés en France. C'est un article qui englobe énormément de choses et qui va rendre plus difficile la sortie fiscale. Mais heureusement, nous avons une convention entre la France et Israël. Pour Israël, de son côté, l'article 1, qui prévoit qui est finalement résident fiscal israélien, vous êtes résident fiscal israélien à partir du moment où vos centres vitaux donc, sont situés en Israël. Et donc la jurisprudence israélienne prévoit les centres vitaux. Il y a toute une liste de centres vitaux, par exemple les centres économiques, mais pas que. On regarde si vous êtes là plus de 6 mois dans l'année. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une chazaka, c'est-à-dire que le fisc considère d'emblée que vous êtes résident fiscal israélien dès lors que vous passez plus de 6 mois en Israël. Mais c'est un critère qui n'est pas figé. Simplement, lorsqu'on va réellement voir si vous êtes résident fiscal israélien, on va regarder tous les autres critères de résidence. Donc si vous avez des revenus en Israël, si vous avez si vos enfants sont scolarisés en Israël, s'il n'y a que vous qui voyagez ou votre conjoint. Il y a beaucoup d'autres critères qui vont entrer en ligne de compte. Mais de manière générale, Israël n'a pas de mal à déclarer des personnes résidentes dès lors qu'elle est là plus de 6 mois dans l'année. Et ce point-là est très important et primordial. Par contre, voilà, lorsque vous êtes résident fiscal des deux pays, et c'est là que la convention va intervenir, elle est faite justement pour éviter la double imposition. Et donc dans un cas comme celui-là, la convention, dans son article 4 aussi, va prévoir, donc à l'article 4.2, va prévoir les cas où vous êtes résident des deux pays. Et en fin de compte, il va y avoir des points qui devront être tranchés. Ces points-là sont listés de manière ordonnée, et on passe au point suivant que lorsque le point précédent n'aura pas été concluant, n'aura pas été résolu. Et ce qui est important, et donc c'est le conseil que je donne, c'est, dans la mesure du possible bien sûr, et ça je mets entre parenthèses les histoires d'exonération sur la plus-value de l'habitation principale, mais ça je vous invite à consulter aussi votre fiscaliste en France. Dès lors que vous précisez que vous n'êtes plus résident en France, vous pouvez l'être finalement parce que vous remplissez les critères de l'article 4B du Code général des impôts. Et donc la convention va venir et va trancher point par point. Le premier point est la résidence. Si vous disposez d'un foyer d'habitation permanent, et ce n'est pas simplement la notion de résidence principale, c'est simplement un appartement, une chambre d'hôtel que vous louez à l'année, ça peut être n'importe quoi. À partir du moment où vous avez un foyer d'habitation permanent dans les deux pays, alors vous passez au point suivant, qui est le centre des intérêts vitaux. Et là, on rentre dans la difficulté parce que vous aurez des intérêts vitaux dans les deux pays. Et si, donc ainsi de suite, on arrivera comme ça, je vous invite à lire la convention, on arrivera comme ça à ce que finalement les deux pays doivent trancher entre elles parce qu'elles n'ont pas réussi, la convention n'a pas réussi à les faire mettre d'accord de manière univoque, c'est-à-dire sans aucune difficulté. Donc, pour retenir un petit peu le point important de ce que je viens de dire, à partir du moment où vous n'avez plus de foyer d'habitation permanent en France, vous pouvez, grâce à la convention, sortir de la résidence fiscale. Maintenant,
il y a eu des articles qui sont parus, je ne voudrais pas jeter de l'huile sur le feu, mais il semblerait que certaines personnes aient peur que la France, le fisc français, remettent en cause la Convention. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Effectivement, les juristes les plus purs analysent bien sûr les textes, mais jusqu'à présent, je n'ai eu aucun cas de jurisprudence ou bien de procès en cours. Alors, si quelqu'un suit cette conférence et a entendu que le fisc français remettait en cause la convention entre la France et Israël, justement sur ces points-là, à cause de l'exonération des 10 ans, à ce moment-là, qu'il nous le fasse savoir, parce que, bien entendu, de mon côté au cabinet, nous sommes penchés sur la question et nous avons trouvé la réponse à toutes ces interrogations. C'est un cheminement juridique assez fastidieux que je ne pourrais pas développer maintenant. En tout cas, voilà, vous avez les clés aujourd'hui pour savoir un petit peu quelles questions vous devez poser, quelles sont les interrogations à lesquelles vous devrez répondre, et savoir si vous voulez optimiser votre fiscalité, la payer en Israël, la payer en France, ou les deux, parce que vous n'aurez pas le choix. Vous avez un petit peu les clés, j'espère que j'ai été assez clair. Je vais vous donner juste simplement un petit exemple de montage fiscal qui a été donc réalisé avec un client du cabinet, bien sûr en coordination avec des spécialistes qui nous ont sorti ce qu'on appelle une legal opinion, qui nous ont émis une legal opinion. Donc vous avez la possibilité, en fin de compte, d'être exonéré par le biais d'une succursale qui appartiendrait à une société étrangère, une société qui se trouve dans un pays qui soit ni la France ni Israël, qui va avoir une succursale en Israël et qui va donc encaisser uniquement la partie imposable, ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la partie du revenu produit en Israël, qui va en fait refléter un petit peu le train de vie de la personne, et donc qui va donc avoir la possibilité, en fin de compte, de ne payer de l'impôt que sur cette partie-là, et au final, pendant 10 ans, de ne pas payer d'impôt du tout sur ce qu'il gagne à l'étranger, même si son client est situé en Europe. Et à ce moment-là, vous avez des très beaux montages fiscaux qui marchent, qui sont très bien, et je vous invite à consulter vos experts. Voilà, je suis à disposition pour des questions, si jamais vous avez des questions à poser. Voilà, écoutez, je suis à disposition, vous avez les coordonnées sur le site de l'Agence Juive. Si vous avez de plus amples questions, peut-être que vous aurez pris connaissance de ce webinaire un petit peu plus tard, vous pourrez poser vos questions et je m'efforcerai d'y répondre dans les plus brefs délais. Au revoir et à bientôt.